Monsieur le Président. Je vous retrouve avec bonheur et plaisir depuis dimanche. Oui. Bon, le temps ne nous a pas gâché la fête, hein. Absolument. Non, j'avais mis un cierge. Voilà. Comment allez-vous? Vous allez bien depuis Très bien. notre déjeuner? Voilà, les trois valeureux sont là. C'était très sympathique. Non, c'était bien d'avoir vos témoignages avant même la cérémonie, qu'on puisse Non, mais vous comprendre. avez raison, c'est vrai. Car ce que je voulais souligner aujourd'hui, ce sont les combats des résistants. Ceux qui, Ça, on l'a bien avant le senti, débarquement, on l'a bien senti. pendant le débarquement, après le débarquement, on fait le travail nécessaire. Et dont on a peu parlé, parce C'est que exact. la bataille a été telle que ces hommes, ces femmes de l'ombre n'ont pas toujours été mis en Il y a lumière. quand même eu, du côté des Alliés, beaucoup de morts. Hein. Exactement. Et puis, ce que vous avez évoqué dans notre déjeuner, cette nuit du 5 au 6 juin, du 6 juin au 7 juin, où là, il y a eu les massacres que l'on sait. Ah oui, ça, c'est terrible. Et avec ce que j'ignorais, qu'on n'a pas retrouvé un certain nombre de corps. Eh oui, c'est pour ça que tous les 6 juin, on va à la prison. Les familles vont à l'intérieur de la prison, c'est un privilège, se recueillir à l'endroit où ils ont été assassinés. Donc on y va et de tout genre, on a beaucoup de personnes. Et alors les dizaines d'années, il y a des familles où ils sont 50, 60. Hein. Oui, C'est bien d'ailleurs que tradition chaque se- année, cette tradition se perpétue. Oui. Toujours. Les enfants. Mais ça, c'est grâce à vous. C'est exact, mais on en a déjà perdu beaucoup de ceux qu'on... C'est pour ça qu'on tient encore plus à vous. Et tenez bon, tenez Tiens, bon. on tient. Merci Non, beaucoup. Merci bien. Merci.
c'est la symbolique quand même. Oui, Les barreaux de prison et la table de sacrifice. Il n'y a aucun nom sur ce monument. oui. Vous l'avez voulu? Non. On n'a pas voulu faire d'erreur, alors on n'a pas mis les noms. Comme ça que ceux que l'on a retrouvés ou ceux que l'on ne retrouvera jamais puissent être honorés de la même manière. Exactement. Oui, il y a un lieu pour se recueillir. Alors même. Voilà. On est à votre disposition, Monsieur le Président. Mais je compte bien vous utiliser autant qu'il sera possible. Merci. Et c'est vous qui transmettez la flamme. Là, D'accord. Merci. Mademoiselle, vous poussez monsieur devant.
Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les parlementaires et élus, Mesdames, Messieurs, familles de résistants, Mesdames et Messieurs, enfants des témoins de la bataille de Normandie, je voulais, en ce 6 juin, 70 ans après, être avec vous, parmi vous, ici au mémorial de Caen, pour souligner le sacrifice des populations civiles pendant ces jours et ces nuits qui ont permis la liberté et la reconquête de la France. Il y a 70 ans, le 6 juin, le jour se levait sur la Normandie et ce jour-là nous éclaire encore. Ce jour-là, 150 000 hommes venus d'Angleterre, d'Amérique et parfois même de bien plus loin s'embarquaient pour la France. Certains, dans la carlingue des avions, étaient blottis pour sauter en parachute et venir nous sauver. D'autres étaient serrés dans les barges ballottées par la houle et scrutaient de loin et puis de près les côtes du Calvados et du Cotentin, là où ils allaient débarquer. Ce jour-là, le 6 juin, les soldats du Reich attendaient, sans bien percevoir ce qui allait se produire. Le 6 juin, ce jour-là, les habitants de Normandie devinaient ce qui allait se produire. Aucun ne savait que ce jour serait le premier de l'une des plus féroces batailles de l'histoire de France. Une bataille qui fera plus de 110 000 morts, dont 20 000 civils. Car cette bataille fut aussi celle des civils. Les premiers en mouvement furent d'ailleurs les résistants. Le 5 juin 1944, au soir, le signal était donné et la nuit, la longue nuit, préparait le jour. Partout, les réseaux s'activent. La liberté s'écrie alors avec des cisailles et des explosifs. Les arbres tombent, les fils sont sectionnés, les voies de chemin de fer sabotées. Avant-garde anonyme du jour J, ces résistants, ces combattants de l'ombre ont permis, ont facilité le débarquement. Pendant toute la durée de la bataille, ils ne cesseront d'appuyer les Alliés, espionnant, détruisant, harcelant les troupes ennemies, retardant l'arrivée des renforts. La réaction des nazis fut immédiate. Elle fut à leur image brutale, barbare. À Caen, près de 80 Normands, détenus par la Gestapo, sont fusillés dès les premières heures du 6 juin. Robert Douin était l'un d'entre eux. Directeur de l'école des beaux-arts de Caen, il était responsable du réseau Alliance pour le Calvados. Depuis plusieurs mois, son activité consistait le jour à sillonner la côte pour restaurer des œuvres d'art dans les églises et la nuit, il transmettait à Londres les informations qu'il avait recueillies patiemment, méticuleusement sur les fortifications allemandes. Son travail fut d'un grand secours pour le débarquement. Son fils Rémi l'accompagnait dans certaines de ses missions. J'étais avec lui il y a un instant pour l'hommage que nous avons rendu à ces fusillés. Et je veux à cet instant, à lui, à ses compagnons qui étaient présents, à ces hommes et à ces femmes,
enfants des disparus, exprimer la reconnaissance de la nation pour les résistants de Normandie. Au matin du 6 juin, le débarquement commence. Pour les populations civiles qui entendaient les avions, qui apercevaient les fumées qui se dégageaient des premiers affrontements et qui entendaient aussi avec inquiétude et angoisse les avions qui survolaient, ces populations civiles imaginaient le déluge de feu qui allait s'abattre sur la région. Depuis des mois, en effet, la Normandie faisait l'objet de raids aériens réguliers menés par les Alliés. Leur mission, c'était de détruire les installations militaires, de neutraliser les communications, d'affaiblir la machine de guerre hitlérienne. Ce but était louable, il était nécessaire. Mais à chaque vague, malgré les avertissements, les alertes, les civils étaient touchés, leurs maisons délabrées et les villes elles-mêmes gravement endommagées. Sur Rouen, le 19 avril 1944, 6000 bombes sont larguées en quelques heures. 900 morts sont retirés des décombres. Un mois et demi après, c'est la Semaine rouge. 5 jours de bombardements intensifs, destinés à couper les ponts sur la Seine pour briser les voies de retraite de l'ennemi. Tout le cœur historique de Rouen est touché. Les cloches de la cathédrale fondent. 400 victimes sont retrouvées dans les ruines. Le 6 juin 1944, l'aviation alliée effectua 1400 sorties. Au total, à la fin de la période, 14 000 sorties sur la Normandie. Le mur de l'Atlantique est pilonné après minuit. Puis ce sont les villages à l'intérieur des terres qui sont visés. Certes, tout est fait pour prévenir. Des tracts sont largués. Mais que peuvent ces quelques papiers dans le vent, alors que toute la population se cache, sidérée par l'ampleur de l'attaque? Au matin du 7 juin, 3000 civils sont tués. Des cités entières sont rasées. Saint-Lô est devenue la capitale des ruines. 100 000 personnes sont obligées à l'exode. Elles se mêlent à des mouvements de troupes ennemies. La confusion est totale et pour des familles entières, c'est le chaos et elles connaissent la mitraille. Les réfugiés se terrent dans les caves, là où ils peuvent, dans les carrières, dans des trous, dans les églises, comme à l'abbaye aux Hommes à Caen. Les incendies se multiplient, mais les casernes de pompiers sont hors d'usage. Alors, les bonnes volontés se conjuguent, s'allient pour éteindre les feux qui partent. Partout, des hommes et des femmes de tous âges, de toutes conditions, bravent la mort pour secourir les blessés, déblayer les décombres, héberger les sinistrés. Parmi eux, beaucoup de jeunes, à l'exemple de Jean-Marie Giraud, le futur maire de Caen, qui fondera plus tard ce mémorial. Pour l'heure, il n'a pas 18 ans et au sein des équipes de la Croix-Rouge, avec beaucoup d'autres, il retourne les gravats dans l'espoir de retrouver des survivants. Je veux insister sur la solidarité qui fut celle des Normands dans cette épreuve. Il n'a pas manqué un fermier pour ouvrir sa grange à des malheureux qui cherchaient un abri. Un marchand à ouvrir sa boutique pour fournir ce qui lui restait encore de vivre. Un entrepreneur pour ouvrir son atelier le temps que le déluge passe. Un curé pour ouvrir son église, pour une protection qui parfois
pouvait être une malédiction quand un obus frappait. Tous voulaient que la Normandie puisse être unie, rassemblée, dans l'épreuve qu'elle traversait et en même temps dans l'espérance qu'elle vivait, sa libération, puis celle du pays. Cette belle Normandie, ces beaux paysages, ceux que nous connaissons aujourd'hui comme intacts, étaient pourtant les champs de bataille acharnés et confus de la bataille de Normandie. Les jeunes générations doivent savoir qu'ici, 2 millions de soldats s'affronteront au milieu d'1 million de civils terrorisés pendant des semaines. Dans de nombreuses communes, comme à Tilly-sur-Seulles, conquise et reconquise 23 fois, la population connaît un épouvantable martyre. La bataille de Normandie prit fin le 22 août avec la conquête de la poche de Falaise. Mais la région ne fut définitivement libérée que le 12 septembre avec Le Havre. Et c'est une Normandie ravagée qui retrouve sa liberté. 20 000 civils ont été tués. 300 000 sont sans abri. 20 000 victimes civiles qui s'ajoutent aux 40 000 soldats tués, américains, britanniques et autres alliés. Je voulais aujourd'hui, et c'est le sens aussi que je veux donner au 70e anniversaire du débarquement. Oui, je voulais que, en cette date du 6 juin 2014, l'hommage de la nation puisse s'adresser à tous, civils et militaires, avec cette indistinction selon les vêtements et les uniformes portés. Je voulais que le rôle des Normands fût pleinement reconnu, que chacun sache bien qu'ils ont été les premiers à accueillir sur le sol de France les soldats alliés, qu'ils ont subi vaillamment l'épreuve du feu et qu'ils ont facilité la victoire. Les Normands ont ouvert leurs portes aux libérateurs. Ils les ont protégés. Ils les ont ravitaillés. Et tout au long de leur progression victorieuse, ils les ont remerciés avec dignité, avec gravité, alors même que derrière les clameurs et parfois les joies se mêlait le goût âcre des deuils des disparus dans la bataille. C'est ce mélange des sentiments tout au long de ces jours du mois de juin 1944 jusqu'au mois d'août. À la fois cette délivrance, cette espérance enfin accomplie, et en même temps cette souffrance et cette persévérance pour aller jusqu'au bout. Il s'est alors forgé entre les Normands et les soldats du débarquement une relation indéfectible, un lien qui unit depuis 70 ans ce morceau de terre de France, la Normandie, à tous les pays du monde, dont un des fils est enterré ici. Les Normands ont été placés par le destin de l'histoire et par la géographie au cœur de l'un des plus grands moments de notre histoire, d'une bataille les plus décisives de l'humanité. Ils ont pris part à ce moment-là avec une force d'âme comparable à la bravoure des combattants alliés. Ils ont pris part à ce qu'a été la libération de la France. Du premier au dernier jour de cette épopée, des bombardements de Caen à ceux du Havre, ils furent des centaines de milliers victimes d'une guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui, rappelons-le, a fait plus de victimes civiles que de soldats. Le sacrifice des populations normandes s'est longtemps effacé derrière l'héroïsme des soldats du débarquement. Aujourd'hui, ce sacrifice est pleinement reconnu par la République.
C'est le sens du mémorial des civils dans la guerre que l'État, associé aux collectivités de Basse-Normandie, a décidé de créer à Falaise. Pourquoi Falaise? Parce que cette ville a été rasée à 80% et parce que son nom marque l'épilogue de la bataille de Normandie. Cette cérémonie aujourd'hui est celle consentie et consacrée aux civils dans la guerre, celle qui s'est achevée pour la Normandie au mois d'août. Mais la guerre, elle est toujours là, encore dans ce monde tumultueux, incertain et parfois menaçant. Et dans toutes les guerres, ce sont les civils qui payent un lourd tribut. Des civils, lorsqu'ils sont utilisés comme boucliers humains. Des civils, lorsqu'ils sont victimes du terrorisme. Des civils, lorsque l'on voit des enfants être des cibles. Lorsque la guerre jette des centaines de milliers de personnes sur les routes. Lorsque des jeunes filles sont enlevées et livrées à la violence sexuelle. Oui, à chaque fois, à chaque conflit, à chaque épreuve, ce sont les civils qui payent le prix. Et c'est parce que la France a elle-même vécu ces drames qu'elle est solidaire des peuples qui affrontent encore en ce moment de telles épreuves. C'est parce que la France a elle-même connu la barbarie qu'elle fait son devoir pour préserver la paix partout, aux frontières de l'Europe comme en Afrique. Aujourd'hui, en nous inclinant devant la mémoire des Normands tués à l'été 1944, la République française souligne le sort de ces hommes, de ces femmes qui, le jour J, sont entrés dans l'histoire pour nous permettre de la prolonger. Cette cérémonie nous rappelle aussi à nos devoirs pour porter secours à l'humanité souffrante, parce que nous le devons à la mémoire de ceux qui sont morts pour nous, et nous le devons aussi par rapport à la volonté de la France d'être partout présente, consciente qu'elle vient d'une longue histoire et qu'elle a encore un destin à porter pour le sort du monde entier. Vive la République, vive la France, et la France reconnaissante à la Normandie.
6 juin 1944, 20 heures. Les bombardiers alliés surgissent au-dessus des villes bas normandes. Jacqueline Le Caplin, collégienne, 15 ans, habitait Saint-Lô. Nous finissons de manger. Nous entendons un grondement d'avion. Maman met le saucisson dans le buffet. Nous allons dans le couloir et aussitôt une énorme secousse. Nous nous sentons remuer, secouer tout entier. Et en même temps, nous entendons un coup sourd extrêmement fort. Le parquet remue, les murs semblent s'écarter, se balancer, se rapprocher. Nous nous embrassons tous les trois, croyant que tout est fini. Une épaisse poussière nous entoure pendant quelques secondes. Nous ne voyons plus rien. Par les fenêtres, une lueur rouge. Le feu. Où aller? Nous nous enfuyons par le jardin. Je suis les silhouettes vagues de papa et de maman qui sont devant moi. Je n'y vois rien, aveuglée par cette poussière dense. J'en ai plein les yeux, plein la bouche. Je mets un coin de tablier devant pour pouvoir respirer. Je trébuche et j'enjambe des pierres, des tôles dans le jardin. J'ai peur, peur. Dans la rue, c'est un cauchemar. Des trous énormes dans lesquels nous trébuchons. Des fils électriques. Là, un énorme entonnoir. Il y avait une maison. Laquelle? Je n'en sais rien. À une fenêtre, une grande femme vêtue de noir apparaît en hurlant. Elle a les mains et le visage ruisselant de sang. Nous arrivons dans une tranchée, déjà pleine de monde. Madame Delahaye gémit. Depuis le temps qu'on le souhaitait, ce débarquement. Le 6 juin, la bataille en Normandie a commencé par des bombardements aériens. Elle s'achèvera en septembre par un dernier bombardement sur le Havre. L'écrivain Julien Guillemard était réfugié dans une cave. Dans ce sous-sol, solidement étayé, nous sommes une soixantaine de personnes qui remuons comme dans un bateau sur la houle. Tendant le dos lorsque les horribles et si longs cris des bombes arrivent près de nous. Sur nous, manquant de suffoquer lorsqu'un épais nuage de poussière ou de décombres pénètre par les issues. Ils veulent nous tuer, remarque ma sœur. Et je pense, tout en assurant le contraire, que cela en a tout l'air. Pas la moindre panique. Seulement des gens graves que l'on devine priant silencieusement. Parfois le ô mon Dieu des femmes se tassant pour offrir moins de prise. Entre deux vagues, les hommes se risquent à regarder dehors. Un paralytique, le banquier Chalot, qui n'a pas voulu se faire évacuer, appelle sous sa maison écroulée. Quelqu'un y va. Sauvez-en de plus pressés, je peux attendre, dit-il, ignorant qu'on ne pouvait rien faire pour lui. Une demi-heure après, il sera brûlé vif. Un peu plus loin, le garagiste Caplet rentre chez lui. Des flammes le carbonisent, et sa femme doit son salut aux Allemands qui étouffent le feu qu'elle porte sur elle. Du 7 au 9 juin, la bataille fait rage dans Trévière, gros village à quelques kilomètres au sud d'Omaha Beach. Le chanoine Bertreux et une partie de ses paroissiens se retrouvent au milieu des combats. La nuit du 8 au 9 est très dure. Les navires tirent de la côte. Les Américains tirent des collines voisines au nord et à l'ouest. Les Allemands ont de l'artillerie au sud et répondent. Les incendies continuent et leurs flammes montent dans l'obscurité. Les heures sont angoissantes et ceux qui demeurent encore à Trévière sentent qu'ils n'ont guère de chance d'échapper à la mitraille qui, sans arrêt, ébranle, déchire, abat les maisons, les toitures, les arbres, les ruines. Sous ce déluge, chacun courbe la tête et se prépare à paraître devant Dieu. 9 juin. À l'aube de ce jour, on se demande ce qui va rester de Trévière. Il est 17 heures. On se bat dans la rue du Pont de la Barre. Maison par maison, les Américains avancent. Des Allemands, retranchés dans les décombres, tiennent encore. Dans les tranchées couvertes, garnies de civils, il se trouve que si l'entrée est occupée par les Américains, les Allemands gardent la sortie. Tous tirent les uns sur les autres par-dessus les réfugiés atterrés. À 19 heures, les Allemands battent en retraite. Les Américains sont virtuellement maîtres de la ville.
Trévière a perdu sa physionomie habituelle de jolie et paisible bourgade de Normandie, mais elle a recouvré sa liberté. Jean-Marie Giraud, 18 ans, fait partie des équipes d'urgence. Avec ses camarades, il fouille les ruines de camps à la recherche de survivants. Nous sommes ici, venez par là. Pense-t-il que nous savons, que nous connaissons l'endroit exact où ils sont enterrés vifs, enfouis, sur le point de mourir? Nous tâtons, appelons, faisons craquer les planches et tomber les derniers plâtras. Silence, on ne peut rien entendre. Tout le monde s'immobilise. Dans le cœur de cette nuit, au milieu du crépitement tout proche d'incendie furieux, nous entendons de nouveau une voix. C'est par là, sauvez-nous, nous étouffons. L'impuissance de l'homme pour sauver son prochain, sacrifié à quelques mètres de lui. Plus un mot. Tous travaillent en silence. Seuls parmi les crépitements des incendies, les appels de ces pauvres infortunés qui vont étouffer et qui ont mis en nous tous leurs derniers espoirs. Nous étouffons. Soudain, attention! Nous recevons des pierres. Attention! Vous voulez nous tuer? Nous voulons les tuer, alors que nous sommes disposés à passer toute la nuit sur place pour arracher le morceau. Nous voulons les tuer? Oui. L'irréflexion du désespéré. Ne reçoit-il pas quelques grains de poussière? Nous voulons le tuer. Notre chef de groupe nous recommande de ne pas faire attention à ces plaintes irraisonnées. Hélène est l'épouse du lieutenant Martin, résistant exécuté par les nazis à la maison d'arrêt de Caen au matin du 6 juin. Avec ses 2 filles, elle se réfugie dans les carrières souterraines de Fleury-sur-Orne. Il fait très sombre à l'endroit où nous sommes. L'eau tombe du plafond. Quelques blocs semblent vouloir s'abattre sur nous au moindre ébranlement. Nous avons un peu peur, mais cette peur est moins terrible que celle des bombardements et de la mitraille. Grâce au courage des habitants de la ferme Béton, qui restera fidèle au poste jusqu'au bout, nous avons du bouillon chaud et du bœuf en quantité suffisante. Grâce à l'admirable cran d'infirmières bénévoles, les petits-enfants auront du lait chaque jour. Bientôt, 2 fléaux surviennent. Le premier est l'apparition des poux. Les séances d'épouillage ont lieu sur les paillasses où les immondes parasites peuvent aisément se propager. L'autre fléau, la dysenterie, donne lieu à des scènes mi-comiques, mi-tragiques devant les feuillets, où on voit constamment une longue file de gens qui se dandinent d'un pied sur l'autre en comprimant leurs entrailles et cherchent à voler la place d'un rêveur ou de bavard oubliant leur colique. Il y a des spectacles douloureux. Des pauvres vieux que l'on emmène dans des charrettes et qui voudraient rester. Des enfants qui ne retrouvent plus leurs parents. De petites orphelines qui ne veulent pas être séparées. Il y a des morts qui n'ont qu'un papier pour linceul et pour bière. En juillet 1944, 150 000 personnes sont contraintes de fuir les combats, mais la route de l'exode sont dangereuses. Non loin de Vire, un convoi de réfugiés est bombardé et mitraillé par un avion allié. Près de 30 personnes sont tuées. Une institutrice, Madame Bobier, arrive sur les lieux du carnage. Bêtes et gens gisent pêle-mêle, déchiquetés affreusement, cadavres à peine froids et déjà noirs. Des lambeaux de chair et de vêtements restent accrochés aux branches. Pour retrouver les corps des malheureux de notre village, je dois marcher, et marcher tellement que j'ai du sang et de la chair en bouillie jusque par-dessus mes sandalettes. 8 personnes de mon convoi sont tuées. Un de mes petits élèves, un bel enfant de 6 ans, que j'ai, ce matin, porté sur mon vélo, a reçu une balle dans le dos. Il gît sous un pommier. Ses grands yeux bruns regardent le ciel. Peut-être cherche-t-il une explication, le petit ange. Le docteur de Béni-Bocage arrive donner les premiers soins. Il faut quelqu'un pour l'aider. Allons-y. Encore un peu de courage. Un gosse que les Allemands ont blessé à la tête ce matin a eu, cet après-midi, plusieurs perforations intestinales. Sa mère a la cuisse déchiquetée, le fémur complètement rompu et une blessure au ventre. Déjà la mort marque son visage.
Une mère de 7 enfants, évacuée avec sa toute vieille grand-mère et ses pauvres petits. L'avion tue la vieille femme assise dans son fauteuil, sur la charrette, ainsi qu'une petite de 15 ans, qui roulait à bicyclette près de l'attelage de sa maman. Blesse à mort un petit garçon de 7 ans, blesse enfin dans le dos la fille aînée de 16 ans. À Chambois, Ginette Pupin et sa famille, en compagnie de réfugiés du Calvados, se retrouvent au beau milieu des derniers affrontements entre Alliés et Allemands, tapis dans un ruisseau asséché. Le samedi 19 août, la journée a été rude. Cachés dans notre tranchée de fortune, nous attendions que les choses se calment. Aussi, notre joie fut immense quand, dans la soirée, nous accueillîmes nos premiers libérateurs. C'étaient les éléments avancés de la division polonaise. Après avoir fêté nos amis pour cette libération, attendue depuis si longtemps, la bataille reprit et nous obligea à retourner dans notre abri. Dans la nuit, grande fut notre peur quand nous vîmes passer des groupes d'Allemands très décidés qui tentaient d'échapper au piège dans lequel ils se voyaient enfermés. Les combats furent très durs entre Polonais et Allemands et allèrent jusqu'au corps à corps. Au petit matin du 20 août, l'artillerie américaine placée sur les hauteurs d'Em arrosa de ses obus le champ de bataille pour apporter un soutien aux Polonais en difficulté. 2 obus, en éclatant dans les arbres au-dessus de notre abri, furent la cause des morts et des blessés parmi nous. Le spectacle était effroyable. Louis Pellerin, 13 ans, fils de notre brave sacristain, lui-même blessé à la jambe, gisait, mort, ainsi qu'un enfant de réfugié. Mon frère Jean avait la gorge traversée par un éclat, les poumons perforés et le pied arraché. Alice Gauthier avait le ventre ouvert. Mon frère Jean et Alice moururent dans la soirée après une affreuse agonie. Fin juillet, après la percée américaine près de Salo, la 90e division d'infanterie approche Saint-Hilaire-du-Harcouët. Le lieutenant Abrams a gardé un souvenir ému de l'accueil des Normands. Les gens étaient tous dans les rues. Ils applaudissaient, nous faisaient de grands signes de la main et criaient jusqu'à ce que leurs gorges n'en puissent plus. Ils riaient, en même temps que des larmes coulaient sur leurs joues, des larmes de remerciement et de reconnaissance. Nos troupes, qui avançaient de leurs jeeps, leurs chars ou leurs camions, étaient couvertes de fleurs, offertes en grande cérémonie en même temps que du vin ou du cidre. Peu importe si le vin était parfois un peu aigre et le cidre coupé d'eau. Dans chaque ville et chaque village, c'était la même chose. Des petites filles, dans leurs plus beaux habits du dimanche, et serrant un bouquet de pâquerettes, récitant, non sans hésitation, quelques mots de bienvenue aux Américains. Leurs parents, très fiers, les regardaient, et leur soufflaient parfois qu'elles oubliaient quelque chose. Et monsieur le maire, avec sa jaquette, son pantalon rayé et sa moustache bien taillée, faisait des efforts désespérés afin d'obtenir le calme et de pouvoir prononcer son discours. Après cela, on avançait vers le village suivant, où se passait exactement la même chose. Parfois, pourtant, il fallait abréger les cérémonies, car nous ne pouvons pas nous attarder trop longtemps. Parce que j'ai perdu mon frère à Saint-Lô. Saint-Lô dont on a parlé. Et moi, j'étais déporté, voilà. Merci.
Tous mes respects, Monsieur le Président. Merci à vous. Monsieur le Président, déporté résistant. Merci pour ce que vous avez fait, pour le message que vous transmettez encore aujourd'hui. C'est très important. Vous les survivants, de dire aux nouvelles générations ce qui a été une guerre et ses horreurs. Toujours là, 94 ans. Tenez bon, hein? Tenez bon. 94 ans. Président, notre troisième rencontre. Oui. Engagée volontaire à 16 ans, puis militaire Robert Lyon, et résistante avant. Et toujours là. Et toujours là, et bien décidé à le rester. C'est le message que je voulais vous transmettre. S'il vous plaît, je voudrais un petit mot pour ceux qui ont reconstruit Caen, dans des conditions pour les civils. C'était aujourd'hui là. Oui, la journée. La journée. Hein? Il y a 52 témoignages dedans. C'est ce qu'on a voulu faire à travers cette évocation. Oui. Parler des civils. Oui. Et ils ont habité dans la caserne. Nous étions là il y a 70 ans et mon père était affecté au ravitaillement de la ville. Et nous sommes très fiers de ce que nos parents ont fait. Vous pouvez l'être, oui. Résistant résistant à toute épreuve, c'est ce qu'on va dire. Oui. Résistant à l'ennemi, résistant aux bombes, résistant au déluge, résistant et ma mère l'incendie. aussi beaucoup participé pour résister aux Allemands qui voulaient ce qui était dans leur chantier. Et elle voulait le fournir aux femmes qui attendaient. Fiers de nos anciens. De fidélité à ce mémoire. Souvenir et vous entretenez. Très important. Vétéran de l'armée d'Afrique avec juin, Italie, Cassino. Voilà. J'aurai l'occasion aussi de reparler au moment du débarquement de Provence. Très dur, oui. Le 5 juin à Rome. Oui. Hein? Merci. Car c'est ces victoires-là qui ont permis Il est la débarqué victoire. dans le sud, à Sainte-Maxime, le 15 août. 15 août. J'y serai pour aussi cet anniversaire-là. Oui. D'accord. Merci. Denisot. Oui. Président d'honneur des Amis du Mémorial civil pendant toute la bataille de Caen. Merci encore. Madame Denisot, j'ai travaillé pour la réconciliation franco-allemande. Oui. Ça ne veut pas toujours facile, mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons réussi. Voilà. Ça ne pouvait venir que de vous, que de celles et ceux qui avaient connu l'épreuve, compris les tourments, les exactions, que de porter ce message de fraternité et de paix. Merci. Merci. Merci à vous. Dans la maison. C'est parti des 70 voix de la liberté. Je suis témoin. Très bien. Continuez à la porter, cette voix. Toujours. Monsieur le Président, n'oubliez pas les pupilles de la nation. Non. Tous les pupilles de la nation. Merci de ce rappel. Non, merci, Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Oui. Je suis un rescapé de la cuvette de Thiers bien fût, moi. Ouais, d'accord. Hein Et je suis là avec vous. C'est bien. Avec moi. Monsieur Mosson, je connais très bien. Moi, je suis pupille de la nation. Aussi, hein, donc c'est très important de rappeler ce que sont les pupilles de la nation. Hein, mon père a été fusillé par les Allemands. Et ma mère a subi des actes de barbarie. Et elle est morte sous les bombardements à Sotteville-Lermont. Oui. C'est pour ça que j'ai voulu parler de toutes ces familles, tous ces civils, dont longtemps on a, non pas occulté le souvenir, mais on a pensé que d'abord c'était des combattants qui devaient être honorés, ce qui était tout à fait légitime. Et là, on a froissé beaucoup de familles qui avaient beaucoup subi de pertes, de souffrances pendant toute cette période. Et les pupilles qui ont donc perdu un de leurs parents, voire même deux. Ben oui, les deux ont été reconnus morts pour la France. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Mon grand-père, 90 ans. Un beau placard de médailles. C'est bien d'être avec lui. Ah oui, mais je suis très fière. Je suis très fière de lui. C'est mon porte-drapeau aussi. Mon drapeau de l'une. Oui. Elle saura tout de ce que vous avez pu lui transmettre. Exactement. Oui, hein, et je le porte fièrement. Voilà. Les valeurs de la France. Merci. Merci beaucoup. Je peux pas saluer tout le monde. Merci. Merci, monsieur. Tu aurais 10 ans, hein. Exactement. Et un beau monsieur. Un beau monsieur. Je vous remercie pour cette ville parce qu'on ne pensait pas souvent. Bonjour. Nous sommes les enseignants ayant préparé c'était ce magnifique travail. Terriblement poignant.
Hein, Nous n'avons pas choisi. Beaucoup même travaillé, Monsieur Kellien. Monsieur Kellien a choisi les textes. Cruel dans ce qu'il signifie, dans ses souffrances vécues, Tout à fait. ses enfants tués, ces familles décimées, mitraillées. Donc les enfants les ont récité ces témoignages avec beaucoup de ferveur. Et c'est un passage de témoin. Et donc là, les enseignants sont très importants. Ils sont imprégnés par ces questions. Merci. Ils les travaillent beaucoup. Merci. Oui. Merci. Je voudrais y voir cette nuit en scène la deuxième DB. Merci. Merci. Voir la plus. C'est moi qui suis très honoré, très fier. Très fier d'être français parmi les Français. Merci, Monsieur le Président. Vraiment. Que la France peut donner le meilleur et le plus beau. Merci à tous. Vous faites grand honneur, tous, d'être là et de savoir ce que vous avez fait à toutes les périodes de vos vies. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va saluer les enfants, monsieur. Monsieur le Président, un petit mot pour les civils. Bon courage. Merci. Monsieur. Ah, les enfants. Ça a pu représenter. Merci. Merci d'avoir mis de l'émotion, de la passion, de la vie même pour évoquer la mort. Hein. Merci beaucoup. Merci bien. Vous êtes en quelle classe? Troisième. Quatrième et troisième, on va Oui. dire. Collège. Hein. Monsieur le Président. Merci beaucoup. C'est vous qui avez choisi les textes que vous avez lus ou on vous a donné ces textes et ensuite vous avez travaillé, appris, compris. Le plus important est de comprendre. Parce que ça peut paraître tellement cruel, abominable, hein, ce que vous avez vous-même évoqué dans vos discours. Donc, c'est très important de comprendre et de bien le dire. C'était un bon moment. Bravo. Bravo. Monsieur le Président, est-ce que je peux me permettre de vous remercier au nom de l'association Westlake Brothers Souvenir? Oui. C'est un pin sur l'honneur du 70e anniversaire. Merci. Je vous en prie, Monsieur le Président. Merci bien. Monsieur le Président. Non, mais je suis trop long. Un bon moment d'émotion que vous avez permis de partager. Ces générations confondues, ces voix qui n'en sont qu'une, et qui sont multiples. Bravo. Félicitations pour le drapeau. Toujours présent dans les manifestations, les cérémonies. Merci, monsieur. Merci encore. Merci. Je vais l'ouvrir la perche. Président, aussi le dessus. Merci. Monsieur le Président. Tu es le plus jeune, toi. Quel âge tu as? 15 ans. 15 ans. C'est bien de porter le drapeau. Toujours là, les grands. Toujours là. Oui, c'est là. C'est là qu'il faut être, toujours. Et je vous félicite tous pour être présents dans toutes les manifestations, toutes les cérémonies, tous les événements patriotiques. Porte le drapeau des pupilles de la nation. Oui, j'ai évoqué avec plusieurs pupilles ces situations qui sont à la fois douloureuses et en même temps qui appellent la solidarité. Merci. Section de camp. Très bien. Président pour le drapeau des anciens combattants de la Poste et France Télécom. Très bien. Merci. On s'est vu tout de suite. On s'est vu. Monsieur, c'est déjà vu. Je sais vieux. Président, on va changer un porte-drapeau de la Légion d'honneur. Le drapeau vif près de camp. Merci d'être là. Monsieur le Président.
Merci pour votre présence. Merci à vous pour cet événement très important qui touche beaucoup de monde et qui va sans doute être regardé par des millions de téléspectateurs. Et il faut qu'on rappelle toutes les guerres. J'étais là au moment du débarquement. Ça ne se voit pas, monsieur. Merci. Monsieur le Président, le porte-drapeau des Français libres, le général de Gaulle. Fleury-sur-Orne. Voilà, avec la croix de Rome. Très bien. Je vous rends hommage, monsieur. Merci. Très bien. Monsieur le Président, Bleu de France. Le chant, la musique participe à l'émotion et livre un message. Et votre présence aussi nombreuse, je disais aussi diverse, de toutes les générations, c'est aussi une belle idée de ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous rassembler, nous réunir, montrer que nous sommes une force qui sait se rappeler, mais qui sait aussi combattre pour que nos valeurs soient défendues. Et puis on n'oublie rien, c'est ce que vous avez aussi voulu témoigner. Et puis en chantant ces chansons-là, ces chants-là, on se sent porté par ceux qui les ont à leur tour prononcés il y a bien longtemps. Et ceux d'autres qui les prononceront après nous. Hein, enfin, pour l'instant, je voulais vous féliciter. Merci. Je crois qu'il y a eu un moment, une petite faiblesse, mais elle a dû être... je l'ai vu. Hein. Mais dans la force, c'est toujours un moment de faiblesse qui permet après de se réunir. Merci. Collégien suppléant. Comment allez-vous? Montpellier va bien. C'est une légende, hein, la pluie, je crois. Oui, voilà. C'est la Normandie qui le dit. Les historiens le rappelleront. Oui. Donc les textes ont été vraiment très très bien préparés. Excusez-moi, je profite de l'occasion pour vous offrir ça que je n'ai pas pu vous offrir dimanche. Et dont sont issus ces en partie, oui. Non, c'était d'ailleurs très dur à entendre. Au moment, le témoignage de cette institutrice qui a sur le porte-bagages emmené un enfant qui ensuite est traversé par une balle. C'est ça la bataille de Normandie. Et c'est ce que je voulais. Trop peu de gens le savent. Voilà, c'est ce que je voulais, grâce à vous, rappeler, c'est qu'il y a eu 20 000 civils qui sont morts dans cette bataille. Sans compter ceux qui sont restés infirmes jusqu'à la fin de leur vie, en fait. Ouais. Et qui ont eu parfois le sentiment qu'on ne parlait pas d'eux parce qu'ils avaient été un champ de bataille. C'est-à-dire que c'est ça. Je crois que les événements militaires ont fait disparaître... L'héroïsme des soldats a fait effacé que le reste. Le sacrifice des populations civiles est passé au second plan. On vous remercie d'avoir organisé cette cérémonie. Et vous, d'avoir apporté votre concours historique et puis les textes. Vous savez ça, oui. C'est sûr, hein, parce que... Bon, alors, vous garderez ces textes précieusement. Hein, vous en inspirerez, c'est bien. Merci encore. Merci. Hein. Donc c'était quel établissement? Plusieurs. D'accord. Je suis collège Jacques Monod. Oui. D'accord, collège. Très bien. Merci beaucoup. Bravo! Allez, cigarette. Oui, c'est toujours. Ah. Ah oui, je te comprends.